Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voiture de légende pour cette émission estivale où nous vous accueillons au musée Autoworld à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe, à l'occasion d'une exposition assez formidable sur les Alpines, l'épopée alpine. C'est les 60 ans de la marque créée par Jean Rédélé à Dieppe au siècle dernier, et on va donc se promener au milieu de ces célèbres berlinettes et autres protos des 24 heures du Mans. Il y a aussi eu des monoplaces alpines comme cette Formule 3 derrière moi, jaune parce qu'elle était pilotée par Willy Mérès, grand pilote belge des années 60 au Grand Prix de Monaco F3 à l'époque, jaune parce que c'est le maillot jaune. L'Alpine la plus symbolique, c'est évidemment la berlinette, la reine des rallyes, championne du monde en 1973. Celle-ci, c'est une Groupe 4, 1800 cm3, la version la plus évoluée de cette berlinette, voiture d'usine à l'époque. Celle-ci, c'est celle de Jean-Charles Rédélé, le fils du fondateur de la marque, Jean Rédélé, qui court régulièrement en rallye historique à son volant. Alors à propos de rallye historique, on retourne sur d'autres routes, celle des Vosges, pour le rallye des Vosges à Saint-Dié en Vosges. Similaire à l'an passé, le Vosges Classic Rally 2016 était constitué d'un parcours de plus de 600 km sur des routes empruntées très souvent par d'autres rallyes internationaux renommés. Cette année, le rallye était à sa 6e édition. Certains concurrents découvrent pour la première fois le rallye et la région des Vosges. Ils viennent de différentes régions de France ou de l'étranger. Nous avons d'ailleurs demandé à un concurrent belge ses impressions. Avec quelques années dans les rallyes d'orientation, je préférais un peu changer de secteur et commencer la régularité. Apparemment, ce n'est pas très facile par ici. Je pensais retrouver des routes fermées, de spéciales fermées, et en réalité, tout se passe sur route ouverte. Afin que les participants se familiarisent avec le roadbook et les zones de régularité. Plusieurs étapes étaient prévues dans cette journée. Les Vosges offrent une grande variété de paysages magnifiques et les organisateurs ont proposé dès le vendredi un prologue facultatif, la vie d'un autre équipage. Quand je l'ai acheté en Bretagne, c'est mon papa qui a été la chercher, et quand il a été la chercher, il s'est aperçu, parce qu'il fabriquait des voitures de course, que c'est lui qui l'avait fabriqué il y a 23 ans, ici à Metz. Là, on va essayer de voir avec Christelle Monteil, une nouvelle copilote qui s'est pris au goût et qui découvre le matériel à l'intérieur. Et bon, je pense que ça fait 4 jours qu'elle ne dort pas et qu'elle apprend, donc elle aura toutes les compétences pour arriver dans un bon classement. C'est vrai, c'est un challenge aussi, donc c'est pas seulement pour découvrir, c'est aussi pour se classer. Donc ouais, on est ambitieux. Les autorités locales de Saint-Dié-des-Vosges étaient amplement satisfaites de la popularité engendrée par le rallye partout en Europe. La qualité d'accueil des pilotes et accompagnateurs est primordiale, ce qui favorise une participation de plus en plus accrue au fil des années, venant d'Allemagne, de Belgique, de Suisse et même du Portugal. Et heureux d'accueillir cette grande manifestation de régulation de vieilles voitures, parce que c'est un beau spectacle pour tout le monde. Ça fait vivre la ville. On a la chance d'avoir des pistes, des routes qui ont toujours été reconnues par tous les rallyes, même au niveau mondial. On suit cette manifestation de très près. Bon, on est là pour aider. On met tout en place, on met les salles à disposition, la mairie, le devant de la mairie, c'est un prestige pour eux de partir de devant la Tour de la Liberté. Donc vous pouvez voir l'architecture, puisque c'est une architecture un peu spéciale et qui sort de l'ordinaire. Et pour eux, c'est un plaisir de partir de sous la mairie. Et nous sommes derrière, bien sûr, avec beaucoup de bénévoles et tous les services de la ville, les sports, l'organisation des cérémonies qui suit et qui aide beaucoup cette manifestation. Été ou hiver, le massif des Vosges devient un terrain de jeu pour pratiquer son sport favori ou simplement vous loger dans le département des Vosges, dans la fraîcheur des forêts de sapins, au détour d'un lac ou dans les 4 stations thermales. Les Vosges possèdent un important patrimoine touristique à découvrir grâce à des équipements culturels répartis sur tout le territoire, dont le village Cap-France, la Bolle, qui accueillait certains équipages dans ses installations. Nous sommes le village vacances de Saint-Dié-des-Vosges, une ville assez dynamique qui est classée touristique depuis 1998.
où il y a beaucoup d'événementiels aussi bien sportifs, mais aussi de ce qui est de séjours, de détente. Comme ici on peut les accueillir, on a différents publics aussi bien des pilotes de rallye, aussi bien en chambre de ce côté-là, mais aussi en chalet comme on peut voir derrière moi. Donc le chalet c'est un peu plus tranquille, on va dire, pour les pilotes qui veulent se reposer. Et sinon, si c'est un grand groupe de randonneurs, ils aiment bien se retrouver aussi au niveau des chambres, car ils sont sur le même palier. Enfin, il y a de quoi faire pour se détendre, il y a aussi des massages, il y a la piscine, le sauna, il y a énormément d'équipements, même une salle de sport pour toujours s'entretenir. Non, ils ne nous dérangent pas du tout, justement c'est un plaisir de les accueillir. Le relief, la forêt des Vosges, est un immense parc multi-activités offrant de bons plans pour pratiquer des activités de loisirs comme visiter la maison natale de Jeanne d'Arc ou se rendre dans une des nombreuses églises de la région. Un office du tourisme très performant et à la fois sympathique, toujours prêt à vous guider suivant vos désirs. Oui, c'est un bel ensemble de communication. Ça permet de valoriser notre massif vosgien, nos montagnes qui sont si belles et que beaucoup de coureurs ont plaisir à parcourir avec leur véhicule ancien. Alors c'est une course qui a déjà pas mal d'années derrière elle, avec des organisateurs qui ont beaucoup d'expérience. Mais c'est vrai que dans notre état d'esprit, c'est un vrai outil de promotion. Le parcours du samedi était réalisé en 2 étapes, d'un total de plus de 320 km avec pas moins de 10 ZR. Le dimanche, le tracé faisait 140 km et 4 ZR, dont une sur circuit Géoparc de Saint-Dié-des-Vosges. Les choses sérieuses commençaient le samedi avec 9 ZR au programme à travers les Vosges. À la pause de midi, la Lancia de Cavallero Caldera menait le bal devant Bauer-Brignon sur une BMW 2002 Turbo. La paire Simon-Bernard Porsche 924 complétait le podium devant Lambert, père et fils, BMW 2002 Ti, 2 fois Albert, Toyota Starlet et les époux Baillet, Porsche 911. Pour certains, perdus dans le dédale de Corsieux, les places d'honneur s'étaient déjà envolées dès la première ZR. Corsieux restera toujours comme le juge de paix, que ce soit en rallye moderne ou en historique, une petite faute d'inattention et on perd tout espoir de bien figurer. Le retour sur Saint-Dié s'effectuait via les ZR de la forme des rivales de Demoiselle, Clément-Villers et Hibou, avec rien que 28 changements de moyenne. Pas une mince affaire pour les navigateurs. Les positions en tête s'inversaient entre la 2002 de Bauer-Brignon et les Portugais Cavallero Caldera, encore tout heureux de la victoire de leur footeux à l'Euro. Belle remontée pour les Baillet qui revenaient sur le podium devant Lambert, 2 fois Albert et des Dorquel, père et fils, victorieux au dernier Lorraine classique. Tout ce petit monde se tenait en 20 petits points. La soirée à l'espace Mitterrand permettait à chacun de disserter sur les aléas, ses tourments ou ses joies, mais la course était loin d'être jouée. Dimanche, comme l'an passé, le circuit de Géoparc servait de cadre à la première ZR. Géoparc, c'est un super joli circuit au cœur des Vosges. Donc dans les Vosges, on a des super routes, on a plein d'équipements touristiques. On a aussi un circuit automobile qui fait 2,5 km et on a beaucoup de clients qui viennent, y compris de la Belgique. Donc c'est une bonne idée aussi pour les week-ends de venir profiter de ces équipements. On a offert une matinée de circuit pour que le rallye puisse faire une régularité sur la piste, 3 tours chronométrés avec une régularité, un objectif de vitesse moyenne. Donc c'est content. Ils ont pu s'amuser. Où il a fait beaucoup de kilomètres de reconnaissance
tout s'est mesuré avec beaucoup de précision. Alors, ce qui m'intéresse au point de vue de chronométrage, c'est que les points de chronométrage soient bien mesurés. Ici, on n'avait pas de doute. J'ai fait le parcours avec l'organisateur hier, tout le parcours, et on trouvait toutes les distances tout parfait. Il y a des autres systèmes de chronométrage et le marché c'est très large. Par exemple, avec Tripi, on n'est pas arrivé, on partage, on a même développé un produit, on peut dire conjoint entre nous, vu que c'est Tripi et Blunic. On n'a pas de problème. 3 tours à effectuer avec 3 moyennes différentes. Derrière Bauer, Bayer remontait à la 2e place, devant Lambert et Cavallero. Les écarts se resserraient en tête et les calculettes étaient de sortie. Les ZR suivantes voyaient les remontées de Stéphane Ballet, Porsche 964, en tête du Prestige, et de Discala Pluck et la chute au très fond du classement pour la famille Dorkel qui avait confondu 2 carrefours. La ZR de la Petite Fosse voyait en regroupement en tête du rallye, seules 3 secondes séparaient le trio de tête. L'ultime ZR de Voitine allait être déterminante. Et c'est à l'arrache que les Lambert bissaient après leur succès de l'an passé, devant, tenez-vous bien, Bauer-Brignon et les époux Baillet étaient au coude à coude avec les mêmes points de pénalité. C'est le classement de la première ZR qui a départagé les 2 équipages au profit des Vosgiens. Le Portugais Cavallero conservait sa 4e place. On sait bien qu'une épreuve n'est jamais gagnée avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Et cela s'est vérifié lors de la 6e édition du Vosges Classique avec la victoire sur le fil de la famille Lambert. C'est très bien, c'est même inespéré. Au vu de hier, des résultats d'hier où on était à plus de 10 secondes, donc on est plus que satisfait. Au résultat, très satisfait puisque je finis quand même 2e de la catégorie des prestiges, donc sur 14 pilotes, et puis on était avant la dernière spéciale 19e au scratch sur l'ensemble du rallye, ce qui était pour nous inespéré puisqu'on s'imaginait dans les 50e. Toujours énormément plaisir de pouvoir partager une victoire avec son fils. D'autant plus que cette année, on n'a encore rien fait d'autre que celui-ci ensemble. Donc premier rallye, première victoire, en espérant qu'il y en a d'autres qui suivront. Bon, merci à Voiture de Légende de nous offrir le cadeau de leur 10e anniversaire. J'espère que nous recevrons le 20e aussi, mais ce sera probablement mon fils sans moi. On démarre par une erreur d'utilisation de matériel, une erreur vraiment inacceptable. Donc on prend 600 points dans la première RT, 600 points dans la première RT, on peut oublier le reste de l'épreuve. Et puis après, tout se passe très bien, navigation, régularité, on est régulièrement dans les 15-20 premiers, donc ce qui permettrait d'aborder sans problème un top 10 si on n'avait pas eu cette erreur magistrale dès le départ. Retour au musée Otto Wars à Bruxelles avec cette formidable exposition alpine. Alors alpine, c'est la berlinette, mais c'est aussi évidemment les 24 heures du Mans avec en point d'orgue évidemment cette Alpine Renault A442 victorieuse dans la Sarthe en 1978 avec Didier Pironi et Jean-Pierre Josso. Ça a été un peu le point d'orgue aussi de l'aventure alpine en compétition. Elle continue, cela dit, puisque la marque a été relancée récemment, vous le savez, avec l'aide de Renault. Et les Alpines brillent à nouveau en circuit et notamment au Mans en LMP2 avec une victoire cette année et 3 autres succès dans les épreuves du championnat du monde d'endurance, les récentes 6 heures du Nürburgring par exemple. Donc les 60 ans d'Alpine, voilà, l'histoire est encore en route. Samedi 18 juin à 16 heures précises. Parmi les concurrents français, les Renault Alpine type A210. Propulsée par le moteur Renault Gordini 1300 cm3, développant 130 chevaux, elle dépasse 260 km à l'heure. Toutes ces qualités, leur modeste consommation, moins de 15 litres au 100, en font de redoutables concurrentes aux indices de performance et énergétique. Chaque machine s'y arrêtera au total 8 ou 9 fois si tout se passe bien.
Par voiture, 2 pilotes qui se relaient toutes les 3 heures, 2 mécaniciens plus un aide au ravitaillement, un chronométreur, un chef de stand, sous les regards vigilants du patron, Jean Redley et d'Amédée Gordini. L'Alpine 44, pilotée par Delageneste et Chénis, est en tête du classement à l'indice énergétique. Elle terminera à la première place, immédiatement suivie de 2 autres Renault Alpine. Sur 55 partants, 15 seulement terminent la course. Et les Alpines sont toujours là, remportant la première place au rendement énergétique. Cette année, à l'arrivée du Mans, grâce à Renault Alpine, une voiture sur 4 est française. Alors on a une petite séquence à proposer maintenant, réservée ou dédiée plutôt aux organisateurs de rallye classiques qui veulent éventuellement faire parler de leur épreuve dans notre émission. On va se mettre d'accord pour que vous nous envoyiez quelques images de votre rallye. On peut se charger d'en faire un petit montage. La caractéristique de ces prototypes alpines des 24 heures du Mans, c'était leur profilage, leur aérodynamique très soignée, comme sur cette Alpine 3 litres de 1967. Le Mans, évidemment, dans l'histoire d'Alpine, c'est the place to be. Et vous savez que tous les 2 ans, eh bien, on a rendez-vous à la grand-messe de l'endurance. Le Mans classique, allons-y encore cette année, avec pas moins de 130 000 aficionados. C'est l'été, c'est les vacances, c'est comme le Tour de France en fait. C'est la même ambiance, tout le monde est de bonne humeur et au-delà des magnifiques voitures qu'on peut voir partout, il y a une ambiance qui est vraiment en une pareille. C'est très bon enfant, les gens sont gentils, mon ami Pharrell Williams qui est venu est subjugué, il n'imaginait absolument pas ça. Il a vu Little Big Man, il est comme un fou, donc c'est que du bonheur. Créé en 2002, le Mans Classique offrait pour la première fois une formidable rétrospective des 24 heures du Mans aux amateurs d'automobiles d'exception. Plébiscité dès sa première édition, l'événement n'a cessé d'asseoir sa notoriété au fil des éditions suivantes pour s'établir comme un must attendu tous les 2 ans par le public et les participants. Ce rendez-vous incontournable de la compétition historique internationale enregistre depuis sa création une fréquentation régulièrement en hausse et a dépassé le cap des 110 000 spectateurs lors de la dernière édition en 2014. Dans les paddocks et en bord de piste, tous viennent admirer les bolides qui ont écrit l'histoire de la célèbre course mancelle. Un départ en épi, dit Le Mans, comme il fut donné de 1923 à 1969, était organisé pour les plateaux 1, 2, 3, 4. Les autres, beaucoup plus rapides, s'élançaient selon la procédure du départ lancé. Soucieux d'offrir aux spectateurs et aux concurrents des plateaux homogènes, sur le plan de la performance et de la pertinence historique, les 490 automobiles de compétition étaient répartis en 6 plateaux correspondant chacun à une période. Les modèles retenus sont ceux qui ont participé aux 24 heures du Mans entre 1923 et 1981. Priorité est donnée aux autos qui ont elles-mêmes couru l'épreuve de l'époque. C'est une nouvelle expérience et c'est la première fois d'être ici. Que pensez-vous de l'événement et qu'avez-vous déjà vu? Je veux dire que je suis là pour regarder, mais vous savez, c'est génial de voir conduire toutes ces voitures d'époque. La variété et la cohérence historique étaient de mise au sein des 6 plateaux de course couvrant la période de 1923 à 1981 qui se succédaient durant 2 tours d'horloge sur le tracé long de 13 km 629 habituellement réservé aux célèbres 24 heures. Ce plateau illustre la montée en puissance de l'engagement des machines Made in USA dans l'épreuve sartoise avec de nombreuses GT40, Shelby Cobra et Shelby. Fan des 70s, des 60s et des 50s, c'était l'occasion rêvée de se parer des plus belles tenues en rapport avec l'époque. Une façon pour les spectateurs de devenir également les acteurs de l'événement et de participer à l'ambiance du Mans Classique.
Afin d'être la plus exhaustive possible, la rétrospective des 24 heures du Mans se devait de compléter la période qui couvrait l'histoire de la célèbre course de 1923 à 1979 en s'ouvrant à l'ère exceptionnelle du groupe C allant de 1982 à 1993. Autant de bolides qui affichaient pour nombre d'entre eux des pédigrés éloquents en rappelant de célèbres duels sur le terrain dont les noms résonnent comme ceux des champs de bataille. Arnage, Hunaudière, Indianapolis, Mulsanne, Tertre Rouge et bien d'autres. Notons aussi l'Imaltera de 1976, premier prototype construit par Jean Rondeau, que l'on retrouve ici avec Henri Pescarolo et Julien Beltoise, dont le père fut l'un des pilotes de l'époque. Pour la première fois au Mans Classique, le groupe C Racing a pris la piste avec près de 50 bolides pour 2 séances d'essais qualificatifs et une course de 45 minutes le samedi en levée de rideau de l'événement. Le règlement du groupe C a engendré des voitures légendaires qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages des 24 heures du Mans et du championnat du monde d'endurance. D'abord dominée par les Porsche 956, la compétition s'est progressivement renforcée pour atteindre des sommets avec la montée en puissance des Jaguar, Mercedes, Toyota, Nissan et Mazda. Aux côtés de ces grands constructeurs, les artisans comme Cougar, Rondeau, Spice ou WM pouvaient encore s'illustrer grâce à une interprétation habile du règlement basé essentiellement sur une limitation stricte de la consommation en carburant. Abandonné au début des années 90, après une période de cohabitation avec les sports 3,5 litres, la période des groupes C reste considérée comme le véritable âge d'or de l'endurance pour la plupart des spécialistes de la discipline. D'allure moderne, avec leur pare-brise en bulle, leur porte en 10 litres et leur aileron monumental, les groupes C fascinent toutes les générations et sont encore capables de performances proches de celles des prototypes LMP actuels. Leur vitesse de pointe pouvait dépasser les 300 km/h. Un plateau composé des plus beaux exemplaires du groupe C retrouvait son terrain de jeu favori et en public d'un conditionnel comblé de pouvoir revoir en piste ces icônes de l'endurance. Parmi celles-ci, notons plusieurs GT40 ex-Le Mans. Aux concurrentes américaines seront opposées, comme à l'époque, les productions européennes, à commencer par les Ferrari, dont une 250 LM, victorieuse aux 12 heures de Sebring en 1964, et plusieurs 275 GTB. Le plateau 6, le plus contemporain à participer aux 2 tours d'horloge du Mans Classique, a vu sa période allongée de 2 ans, passant de 1979 à 1981, afin de faire le lien avec le groupe C. Il rassemble lui aussi nombre de modèles qui ont marqué leur époque. Voilà pour cette émission de vacances au paradis des Alpines dans ce beau musée Autoworld à Bruxelles. L'exposition est accessible jusqu'à la fin du mois d'août. Rendez-vous en ce qui nous concerne début septembre, comme d'habitude, pour la rentrée, avec à l'agenda notamment la montée du Ballon d'Alsace. Tout un programme. Merci à nos partenaires, le magazine Rétrocourse et le site internet newsclassicracing.com. Chez nous, c'est voituresdelegende.com pour revoir cette émission ou toutes les précédentes. Bonnes vacances et à la prochaine. Voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique
Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.